Dans le penthouse de City Life, où le silence pesait comme une chape de plomb, Maria réussit à accomplir un petit miracle là où les meilleurs pédiatres de Milan avaient échoué pendant des mois. Alors que la tempête faisait rage derrière les baies vitrées panoramiques, la gouvernante napolitaine tendit en cachette un simple morceau de pain de campagne au petit Léo, lui chuchotant des mots anciens dans son dialecte, chargé d'un amour qui ne demandait rien en retour. L'enfant, réduit désormais à un spectre pâle aux yeux cernés de noir, hésita, tremblant comme une feuille. Mais finalement, il prit le pain et en mangea une bouchée, avalant sans pleurer, sans haut le cœur, sans douleur. Pour un instant, la vie sembla revenir dans ses yeux éteints, un secret partagé entre lui et la vieille dame qu'il aimait plus que sa propre vie. Mais cette trêve fragile fut balayée en un instant par le bruit de pas sur le parquet. C'était l'heure du dîner, le moment qui, dans cette maison, s'était transformé en un rituel de torture psychologique. Alessandro Moretti, le critique gastronomique le plus redouté d'Italie, trônait en bout de table comme un roi déchu, fixant l'assiette gastronomique devant lui avec un mélange d'orgueil professionnel et de désespoir paternel. Il portait un costume sur mesure impeccable, mais sa chemise flottait autour de son cou. Le stress de voir son propre fils mourir de faim à petit feu le consumait lui aussi, transformant sa passion pour la nourriture en un cauchemar quotidien. Il ne parvenait pas à comprendre comment son palais, capable de distinguer les notes d'un vin millésimé, ne réussissait pas à percevoir le goût amer du mensonge servi à sa table. À côté de lui était assise Isabella, sa fiancée, une femme d'une beauté glaciale et parfaite, qui semblait sortie d'un magazine de mode plutôt que d'une cuisine. Avec des mouvements élégants et mesurés, Isabella préparait l'assiette de Léo, des pâtes à la tomate apparemment délicieuses, fumantes et parfumées. « Voilà mon trésor », dit-elle d'une voix douce qui n'atteignait jamais ses yeux, froid comme la glace. « J'ai mis ce petit complément en poudre qui aide ton petit ventre, comme l'a dit le docteur. Tu verras que ce soir, ça ira mieux. » Maria, immobile dans l'ombre de la cuisine, observa les mains d'Isabella bouger avec une dextérité suspecte, alors qu'elle versait une poudre blanche impalpable d'un récipient anonyme directement sur les pâtes, mélangeant avec un soin maniaque pour qu'elles disparaissent dans la sauce rouge. Le cœur se serre à voir un enfant qui a peur de manger. Si toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose de terrible derrière ce geste d'amour, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Notre rêve est d'atteindre 1000 abonnés, et avec ton aide, nous pouvons y arriver. Écris en commentaire « Courage Léo » pour lui donner de la force et laisse un like si tu veux découvrir la vérité. Merci du fond du cœur. Léo regarda l'assiette comme si elle contenait du poison, son corps se reculant instinctivement contre le dossier de la chaise. « Je n'en veux pas », chuchota-t-il, la voix rauque par manque d'usage. « Ça a un mauvais goût. Ça a le goût d'ordure. » Alessandro souffla, le bruit des couverts tombant sur l'assiette résonna comme un coup de feu. « Ça suffit, Léo. Ce sont des pâtes à la tomate. J'ai sélectionné les tomates San Marzano personnellement. C'est impossible que ça ait mauvais goût. C'est juste dans ta tête. » La frustration de l'homme était palpable. Pour lui, le refus de la nourriture était un refus de son amour, de son identité. Il ne voyait pas l'enfant souffrant, il ne voyait qu'un caprice irrationnel qui défiait sa logique d'expert. Isabella posa une main parfaitement manucurée sur le bras d'Alessandro, le calmant comme on calme un animal blessé, mais ses yeux restaient fixés sur Léo avec une étrange intensité prédatrice. « Ne te fâche pas, mon amour. Tu sais que c'est le traumatisme de la perte de sa maman. Son cerveau associe la nourriture à la douleur. Nous devons être patients, dit-elle, jouant le rôle de la belle-mère sainte et compréhensive. Puis elle se tourna vers l'enfant, avec un sourire qui glaça le sang de Maria. « Allez, Léo, juste une bouchée pour faire plaisir à papa. J'ai mis l'adoucissant spécial, tu ne sentiras rien. » Ce mot, adoucissant, sonna étrangement à l'oreille de Maria. Pourquoi utiliserait-on un adoucissant pour viande sur des pâtes à la tomate? Contraint par la pression psychologique et le regard déçu de son père, Léo prit la fourchette d'une main tremblante. Il porta la nourriture à sa bouche. Dès que les pâtes touchèrent sa langue, son visage se tordit dans une grimace de dégoût pur et viscéral, comme s'il avait mordu dans de la viande putride. Il recracha tout dans sa serviette, commençant à pleurer et à se rincer la bouche avec de l'eau, toussant violemment. « Mauvais, mauvais, ça brûle !» hurla l'enfant. Alessandro se leva d'un bond,
renversant sa chaise. « Va dans ta chambre, tout de suite. Si tu ne manges pas ce qu'il y a sur la table, tu ne mangeras rien. » Tandis que Léo s'enfuyait en sanglotant, Isabella secoua la tête tristement, nettoyant le désastre avec une efficacité clinique. « Pauvre petit, soupira-t-elle. Son esprit est vraiment malade, Alessandro. Peut-être devrions-nous envisager cette clinique résidentielle dont nous parlions. » Maria s'approcha pour retirer l'assiette contaminée. Alors qu'elle la portait vers l'évier, elle profita d'un moment de distraction du couple pour approcher l'assiette de son nez. Il n'y avait pas d'odeur, rien. La tomate sentait la tomate. Et pourtant, l'instinct qu'elle avait affiné en 40 ans de cuisine lui disait que dans cette assiette il y avait la mort ou quelque chose de pire. Il y avait un secret invisible qui détruisait cette famille, et cette poudre blanche en était la clé. La cuisine design, autrefois royaume de parfums méditerranéens et de rire, s'était transformée en un laboratoire aseptisé où se consumait un crime silencieux. Dans les jours qui suivirent ce dîner désastreux, Maria observa le cœur lourd le petit Léo s'évanouir. L'enfant n'était plus seulement maigre, il était transparent. Ses joues étaient creusées et ses yeux, autrefois vifs, étaient maintenant 2 puits de terreur qui fixaient chaque plat comme s'il cachait un piège mortel. Alessandro, consumé par l'anxiété et manipulé par les mots doux d'Isabella, avait cessé de regarder son fils comme une personne et avait commencé à le voir comme un problème clinique à résoudre, une énigme qui défiait son autorité d'expert du goût. Isabella orchestrait ce déclin avec une précision effrayante. Elle avait convaincu Alessandro que le problème de Léo était une forme grave de dysphagie psychologique, un refus mental de la déglutition. Sous prétexte de rendre la nourriture plus digeste, elle avait introduit dans le régime de l'enfant une série d'additifs enzymatiques en poudre, contenus dans des bocaux en verre minimalistes sans étiquette, qu'elle appelait ses secrets de nutritionniste. Maria remarqua qu'Isabella ne permettait à personne de toucher ces bocaux. C'était elle, et elle seule, qui assaisonnait les plats de Léo à la dernière seconde, d'un geste rapide du poignet qui ressemblait à une bénédiction, mais qui était en réalité une condamnation. Un mardi midi, la tension explosa. Alessandro était absent pour une dégustation, et Maria avait préparé en cachette un simple bouillon de poule, utilisant la recette de sa grand-mère, espérant que la saveur familière débloquerait l'appétit de l'enfant. Quand elle apporta le bol fumant à Léo, le petit sembla intéressé. Il huma la vapeur et, pour la première fois depuis des semaines, prit la cuillère sans pleurer. Mais avant qu'il ne puisse la porter à sa bouche, Isabella entra dans la pièce comme une bourrasque glaciale. « Maria, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle, arrachant la cuillère des mains de l'enfant, avec une violence qu'elle masqua aussitôt par un sourire inquiet. « Ce bouillon est plein de graisse saturée, Maria. Tu veux le tuer ?» réprimanda Isabella, tout en sortant de sa poche son fameux petit bocal. « Nous devons mettre l'additif digestif, tu le sais, sinon son estomac va se bloquer à nouveau. » Avec nonchalance, elle versa une pluie de poudre blanche dans le bouillon limpide. La poudre se dissolut instantanément, disparaissant sans laisser de traces visibles. « Voilà, maintenant c'est bon, mange, Léo. » Maria vit la terreur revenir dans les yeux de l'enfant. Léo regarda le bouillon, puis regarda Maria avec une supplique muette. Il essaya une cuillère. Immédiatement, il recracha tout dans l'assiette, commençant à se gratter la langue avec les doigts. « Ah mère, c'est pourri! Maria, pourquoi ?» hurla l'enfant, se sentant trahi par la seule personne en qui il avait confiance. Maria vit rouge. L'injustice de voir son amour transformé en poison lui fit perdre le contrôle. « Ce n'est pas le bouillon, sorcière. C'est cette poudre que tu mets dedans !» hurla Maria en montrant le bocal. Isabella écarquilla les yeux, feignant un choc théâtral. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et Alessandro rentra attiré par les cris. Il trouva Isabella en larmes, serrant un Léo tremblant, et Maria rouge de colère. « Alessandro, Dieu merci tu es là !» sanglota Isabella. Maria a essayé de le forcer à manger de la nourriture grasse, et maintenant, elle m'accuse de l'empoisonner parce que j'ai ajouté les vitamines prescrites. Alessandro regarda la scène, et sa logique, empoisonnée par la manipulation, tira la mauvaise conclusion. Il vit une femme jeune et compétente, essayant de soigner son fils, et une vieille domestique superstitieuse qui hurlait. « Ça suffit, Maria !» tonna Alessandro, la voix froide et tranchante. « Vous êtes avec nous depuis des années, mais ce comportement est inacceptable. Votre jalousie envers Isabella nuit à... Léo, ce sont des protéines et des enzymes sans saveur.
Si vous continuez à mettre dans la tête de mon fils ces bêtises que la nourriture est mauvaise, je serai contraint de vous licencier. » L'humiliation fut totale. Maria fut bannie de la cuisine pendant les repas de Léo. On lui ordonna de se limiter au nettoyage des salles de bain et des chambres, loin de la nourriture, loin de l'enfant. Isabella avait gagné sur toute la ligne. Elle avait isolé la victime et discrédité le seul témoin. Et bon, jour suivant, Léo empira radicalement. Il refusait d'ouvrir la bouche devant être alimenté presque de force avec des smoothies qu'Isabella préparait personnellement derrière des portes closes. Alessandro, désespéré, commença à parler d'hospitalisation et de sonde nasogastrique, ne comprenant pas que c'était exactement ce qu'Isabella voulait, médicaliser l'enfant pour en avoir le contrôle total. Mais Maria était une femme du Sud et sa dignité ne pliait pas facilement. Elle savait qu'elle avait raison. Son nez ne se trompait jamais. Si cette poudre était sans saveur comme il le disait, pourquoi Léo réagissait-il comme s'il avait mangé du poison? Elle devait prouver, littéralement, la vérité. Elle savait qu'Isabella cachait le bocal spécial, non pas dans le garde-manger commun, mais dans un petit placard personnel, parmi les épices exotiques, celui dont elle seule avait la clé. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Maria avait observé où Isabella cachait la clé de secours, dans un vase en porcelaine dans le salon. Cette nuit-là, elle attendit que la maison soit plongée dans le silence. Elle entendit la respiration régulière d'Alessandro et celle légère d'Isabella venant de la suite parentale. Pieds nus, elle se déplaça comme une ombre le long du couloir, le cœur battant la chamade. Elle récupéra la clé dans le vase et se dirigea vers la cuisine. La lumière des lampadaires de Milan filtrait par les fenêtres, éclairant le plan de travail en acier inoxydable, comme une table d'opération. Elle ouvrit le placard interdit. Il était là, le bocal en verre, anonyme, plein de cette poudre blanche innocente qui tuait l'âme de Léo. Maria le prit avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit et renifla. Rien. Aucune odeur. On aurait dit de la farine ou de l'amidon de maïs. Elle en prit une pincée entre ses doigts. La consistance était fine, crayeuse. Si elle avait été une personne normale, elle se serait arrêtée là. Mais Maria savait que le diable se cache dans les détails. Avec un courage qui lui coûta un effort immense, elle mit cette pincée de poudre sur le bout de sa langue. Pendant les 5 premières secondes, il ne se passa rien. Elle ne sentit que la texture poudreuse. Maria pensa un instant s'être trompée. Elle devenait peut-être vraiment folle, comme le disait Alessandro. Mais ensuite, ça commença. Ce ne fut pas un goût immédiat, ce fut une réaction chimique. Une sensation de chaleur se répandit au fond de la langue, se transformant rapidement en un goût métallique, puis bilieux. Et enfin, ça explosa. Un goût horrible, indescriptible, de viande en putréfaction et de fiel amer qui envahit sa bouche, s'accrochant aux gencives, impossible à avaler ou à recracher. Maria courut à l'évier, étouffant un haut le cœur pour ne pas faire de bruit, se rinçant la bouche frénétiquement à l'eau froide. Mais le goût persistait, tenace, dégoûtant. Elle comprit tout en un éclair d'horreur pure. Ce n'était pas un simple mauvais goût. C'était un extrait enzymatique concentré, probablement dérivé de quelques plantes exotiques ou cactus, conçu pour réagir avec la salive après quelques secondes, transformant tout aliment présent en bouche en une bouchée immangeable et répugnante. Cela durait des heures. Isabella ne rendait pas seulement la nourriture mauvaise, elle créait une torture pavlovienne. Chaque fois que Léo essayait de manger, il était puni par ce goût de mort, jusqu'à ce que son cerveau associe l'acte même de se nourrir à la douleur physique. Et la chose la plus diabolique était que, s'agissant d'une réaction chimique retardée et subjective, si Alessandro goûtait le plat avant d'ajouter la poudre, ou le sentait simplement, il ne sentirait rien. Maria regarda le bocal avec horreur. Elle tenait la preuve. Mais elle savait que porter le bocal à Alessandro ne suffirait pas. Il goûterait la poudre à sec, ne sentirait rien les premières secondes et la jetterait avant que l'effet ne commence. Elle devait trouver un moyen de lui faire ressentir l'horreur complète, de la même manière que son fils la ressentait. Le jour du règlement de compte arriva avec le parfum enivrant du safran. Maria avait préparé un risotto à la milanaise parfait, le plat préféré d'Alessandro, un chef-d'œuvre doré qui brillait sous les lumières design de la salle à manger. Elle avait cuisiné avec une rage froide, séparant mentalement chaque grain de riz comme s'il s'agissait de munitions pour la guerre qui allait éclater.
Quand elle apporta les plats à table, l'atmosphère était électrique. Alessandro vérifiait sa montre, impatient de retourner au journal, tandis que Léo fixait le vide, les mains coincées sous ses cuisses pour ne pas trembler. Isabella, impeccable dans son ensemble en lin blanc, sourit et sortit l'habituel petit bocal de son sac. « Juste une petite pincée pour la digestion, mon amour », chantonna-t-elle, saupoudrant la poudre blanche sur le riz jaune de Léo avec la grâce d'une fée maléfique. Léo regarda l'assiette, contaminé, et commença à pleurer silencieusement, de grosses larmes tombant sur sa serviette. « Je ne peux pas, papa. Ça sent le mort », sanglota l'enfant. Cette phrase fit bondir Alessandro comme un ressort. Le critique gastronomique se sentit insulté au plus profond de lui-même. « Ça suffit !» hurla-t-il, frappant du poing sur la table et faisant teinter les cristaux. « C'est un Carnaroli vieilli 7 ans. C'est une œuvre d'art. Ça ne sent pas le mort. Tu es un ingrat gâté qui ne veut qu'attirer l'attention. Mange ou je te jure que je t'envoie en pension dès demain. » Isabella prit son expression de martyre souffrante. « Alessandro, calme-toi, tu l'effraies, » dit-elle, caressant la tête de Léo tout en approchant la fourchette de sa bouche avec force. « Allez, petit, fais-le pour maman, Isabella, c'est bon. » C'est à ce moment que Maria sortit de l'ombre de la cuisine. Elle ne portait pas de tablier. Elle avait dans les yeux le feu du Vésuve et à la main une assiette couverte d'une cloche en argent. « Arrêtez !» tonna-t-elle d'une voix qui fit vibrer les murs de verre du penthouse. « N'obligez pas cet enfant à manger du poison. » Alessandro se retourna, écarlate. « Maria, vous êtes virée, sortez immédiatement !» Mais Maria avança ignorant l'ordre et posa l'assiette couverte sur la table juste devant Alessandro. « Vous me virerez après, docteur, » dit Maria avec un calme terrifiant. « Mais d'abord, vous devez faire votre travail. Vous êtes le plus grand critique d'Italie, n'est-ce pas? Vous savez reconnaître chaque saveur, n'est-ce pas ?» Maria pointa l'assiette de Léo. « Alors goûtez celle-là, pas dans la casserole. Goûtez exactement ce qu'il y a dans l'assiette de votre fils. » Isabella bondit sur ses pieds, renversant sa chaise. La panique défigura son visage parfait. « Non, c'est anti-hygiénique. Léo a mauvaise haleine. Il a des bactéries. Alessandro, ne l'écoute pas. C'est une folle jalouse. » La réaction disproportionnée d'Isabella, la terreur pure dans ses yeux, alluma enfin une lumière dans le cerveau embrumé d'Alessandro. Pourquoi tant de panique pour une fourchette de riz? Il regarda Maria, qui le défiait du regard, puis regarda Isabella, qui tremblait. L'instinct de père enfoui sous des couches d'arrogance se réveilla. « Assieds-toi, Isabella » ordonna Alessandro d'une voix basse et dangereuse. Il prit la fourchette de Léo. L'enfant le regarda terrorisé. « Papa, non, ça va te faire mal » chuchota. Léo. Cette phrase, cette inquiétude altruiste d'un enfant torturé, brisa le cœur d'Alessandro. Il piqua une portion généreuse de risotto sur le bord de l'assiette, juste là où Isabella avait saupoudré la poudre, et la porta à sa bouche. Il mâcha. Pendant les 5 premières secondes, il y eut un silence. Alessandro regarda Maria, confus. « C'est excellent. Je ne sens rien de... » Et puis cela arriva. Le visage d'Alessandro changea de couleur, passant du rose au gris cendré en un instant. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il laissa tomber la fourchette. Il porta ses mains à sa gorge, étouffant un haut-le-cœur. Ce goût vil, métallique, de viande pourrie et de bile chimique explosa dans sa bouche avec la violence d'un coup de poing. Ce n'était pas seulement mauvais, c'était répugnant, un goût conçu pour provoquer le vomissement. Alessandro courut aux toilettes des invités juste à côté et cracha violemment, se rinçant la bouche, mais l'amertume persistait, tenace, comme une malédiction. Mon Dieu, quel moment! Imaginez découvrir que votre fils était torturé de cette manière juste sous votre nez. Si vous êtes aussi bouleversé qu'Alessandro, laissez un like maintenant pour soutenir la vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour voir comment cette histoire incroyable va finir. La justice arrive, et elle sera servie froide. Quand Alessandro revint dans la salle à manger, il n'était plus l'homme élégant d'avant. Il avait la chemise trempée d'eau, le visage bouleversé et les yeux brûlants d'une fureur homicide. Isabella avait reculé jusqu'à la baie vitrée comme un animal piégé. Maria avait soulevé la cloche de l'assiette qu'elle avait apportée. C'était une portion du même risotto, mais propre. « Voici ce que j'ai cuisiné, monsieur », dit Maria doucement. « Ce que vous avez goûté, c'est ce que madame prépare pour Léo chaque jour. » Alessandro avança vers Isabella lentement, comme un prédateur. « Qu'y a-t-il dans ce bocal ?» demanda-t-il, la voix réduite à un murmure rauque. Isabella tenta de nier et de balbutier des excuses. « C'est juste un complément. Peut-être qu'il a tourné. Je ne savais pas. »
Mais Alessandro saisit le bocal sur la table et le projeta contre le mur. Le verre vola en éclats, répandant la poudre blanche partout. « Tu as transformé la nourriture en torture », grogna Alessandro, des larmes de rage rayant son visage. « Je vis pour le goût. Et tu as utilisé ma passion pour détruire mon fils. Tu as fait croire à un enfant de 8 ans que le monde avait le goût de la mort. » Isabella, au pied du mur, perdit son masque. « Je voulais juste qu'il ait besoin de moi », cria-t-elle, avec la voix stridente de la folie. « Tu ne pensais qu'à ton travail, lui ne pensait qu'à sa mère morte. J'étais la seule qui pouvait le soigner. S'il ne mangeait pas, je devenais importante. J'ai fait ce que je devais faire pour garder cette famille unie. » L'aveu résonna dans la pièce luxueuse comme une sentence. Il n'y avait pas d'amour. Avec un narcissisme malade et cruel. Alessandro la regarda avec un mépris si profond qu'Isabella cessa de crier et se ratatina. « Tu n'es pas une femme, tu es un monstre », dit-il en tremblant. « Va-t'en, sors de cette maison maintenant. Si je te vois encore ici dans 5 minutes, je te jure que je te ferai goûter chaque gramme de cette poudre jusqu'à ce que tu étouffes. » Isabella comprit que le jeu était fini. Elle attrapa son sac et s'enfuit, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet, laissant derrière elle l'odeur de son parfum coûteux et l'odeur de sa méchanceté. Resté seul, le silence tomba sur la pièce. Alessandro se tourna vers Léo. L'enfant était toujours assis, immobile, les yeux écarquillés. Alessandro s'agenouilla devant lui, ignorant la douleur dans ses genoux, ignorant sa dignité. Il prit les petites mains froides de son fils dans les siennes. « Pardonne-moi, Léo », sanglota le père, s'effondrant enfin sous le poids du remords. « Pardonne-moi de ne pas avoir goûté avant. Pardonne-moi d'avoir été aveugle. » Léo regarda son père, puis regarda Maria qui souriait à travers ses larmes. L'enfant tendit une main hésitante et toucha la joue mouillée d'Alessandro. « Papa » chuchota-t-il. « Maintenant, on peut manger les pâtes de Maria, les bonnes ?» Et dans cette question simple, il y avait le début d'une guérison qu'aucun médecin n'aurait jamais pu prescrire. Cette nuit-là, le penthouse de City Life subit une purification violente et nécessaire. Alessandro n'attendit pas le lendemain. Avec une fureur cathartique, il vide le garde-manger de tous les pots de compléments, les poudres miraculeuses d'Isabella et même les plats gastronomiques pré-cuits qui remplissaient le frigo. Tout finit dans le sac poubelle. La cuisine, qui ressemblait auparavant à une salle d'opération stérile, fut envahie par le parfum simple et ancien de l'ail revenant dans l'huile d'olive. Maria, les manches retroussées, apprit à Alessandro à préparer des pâtes à la tomate et au basilic, les vraies, les imparfaites. Quand Léo s'assit à table, hésitant, Alessandro mangea la première bouchée avec un goût exagéré, tachant sa chemise de sauce juste pour faire rire son fils. Et Léo rit. Et puis il mangea. Et ce plat de pâtes fut le repas le plus délicieux de leur vie. Dans les mois qui suivirent, la carrière du redouté critique gastronomique subit un tournant inattendu. Alessandro suspendit sa chronique dans le journal et cessa de fréquenter les restaurants étoilés. Il avait compris que la recherche de la perfection technique l'avait éloigné de l'essence de la nourriture, la nutrition et l'amour. La cuisine de la maison devint un terrain de jeu. Alessandro et Léo passèrent les après-midi enfarinés jusqu'aux cheveux, pétrissant pizza et gnocchis sous la supervision sévère mais affectueuse de Maria. Léo reprit du poids. Ses joues redevinrent roses, et la peur de la nourriture disparut, remplacée par la curiosité de goûter tout ce que leurs mains créaient ensemble. La justice suivit son cours de manière silencieuse mais définitive. Isabella tenta de diffamer Alessandro sur les réseaux sociaux, mais les analyses de laboratoire sur le bocal de poudre révélèrent à la présence d'un extrait concentré de dénatonium, la substance la plus amère connue de l'homme, utilisée habituellement dans les détergents industriels. La nouvelle détruisit sa réputation de nutritionniste. Radiée de l'ordre et ostracisée par la société milanaise, elle fut contrainte de quitter la ville, emportant avec elle sa toxicité et laissant la famille Moretti enfin libre de respirer. 1 an plus tard, dans une petite mais bondée librairie du quartier de Brera, se tenait un lancement spécial. Il n'y avait pas de chefs étoilés ou de critiques snobs. Il y avait des familles, des enfants et une odeur de biscuits sortant du four. Alessandro Moretti était assis derrière une table, dédicaçant des exemplaires de son nouveau livre. La couverture ne montrait pas de plat complexe, mais une photo floue et magnifique de lui, et Léo riant devant un plat de lasagne brûlée. Le titre disait « Cuisiner avec amour,
les recettes de mon fils. Léo, maintenant un enfant sain et vif de 9 ans, courait entre les rayons en offrant des douceurs au présent, fier comme un paon. Alessandro prit le micro, visiblement ému. « Pendant des années, j'ai cherché la saveur parfaite, dit-il à la foule, la voix tremblant légèrement. J'ai jugé des chefs, j'ai critiqué. Des plats, j'ai cherché l'excellence. Mais j'ai failli mourir de faim spirituelle et perdre la chose la plus précieuse que j'avais. » Il regarda Léo, puis chercha du regard une silhouette au fond de la salle. Maria était là, vêtue de sa robe du dimanche, essayant de se cacher derrière une colonne pour ne pas pleurer. « Ce livre est dédié à Maria, » continua Alessandro en la montrant, alors qu'éclataient des applaudissements tonitruants. « La femme qui m'a appris que le sel de la vie n'est pas dans la technique, mais dans la vérité. Elle a sauvé mon fils non pas avec des médicaments, mais avec l'instinct de celle qui sait que l'amour ne doit jamais avoir un arrière-goût amer. » Maria se couvrit le visage de ses mains, émue, tandis que Léo courait pour l'embrasser en l'appelant « Mamie ». La soirée se termina à la maison, dans leur refuge sûr. Alessandro, Léo et Maria étaient assis sur le canapé, fatigués mais heureux, mangeant les restes des gâteaux. « Papa » demanda Léo, « la bouche ?»« Sale de chocolat. Demain, on peut faire la tarte aux pommes ?» Alessandro sourit, nettoyant le visage de son fils avec une serviette. « Demain, on fait ce que tu veux, Léo. La cuisine est à toi. » Ils avaient appris la leçon la plus dure. La nourriture peut être un poison entre de mauvaises mains, mais c'est le médicament le plus puissant quand elle est assaisonnée de confiance. Et dans cette maison, enfin, chaque bouchée avait le goût sucré de la liberté. Quelle histoire incroyable! De la torture psychologique à la renaissance, à travers l'amour de la cuisine. Maria nous a appris qu'il faut toujours se fier à son instinct quand quelque chose sent le brûler.